Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler de jeux. Bonjour et bienvenue à Board Game Duel. N'ajustez pas votre appareil, c'est bel et bien moi, Sam, qui chante ma version de Gens du pays, plutôt la version Board Game Duel de Gens du pays. Et je suis Vince qui saigne présentement des oreilles. Alors, Board Game Duel, c'est un podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Puis ça va être à vous, les auditeurs, de déterminer lequel qui est le meilleur jeu. Et cette semaine, étant donné que la Saint-Jean-Baptiste s'en vient, donc ici au Québec, c'est notre fête nationale, je prends le temps de le préciser parce que dernièrement, on a quand même beaucoup plus d'auditeurs européens de France, de Belgique. Alors, on vous salue. Et c'est ça. Aujourd'hui, on va être un peu chauvin, puis on va parler de jeux qui ont été faits au Québec pour la Saint-Jean-Baptiste. Donc moi, je vais vous parler du jeu Québec. De mon côté, je vais parler du jeu Décrypto. Mais ça va être pour plus tard dans l'émission, parce que, comme le veut la tradition, on va commencer par vous parler des jeux auxquels on a joué récemment. Alors Vince, à quoi est-ce que je t'ai battu récemment? Ok, pour les faits, c'est pas vrai que tu m'as battu toutes les fois dernièrement, mais tu m'as battu à Bandada il y a quelques instants. Donc Bandada qui a été désigné par Chase Estep et est publié aux éditions Runnerman Games. C'est un petit jeu assez simple qui se joue en solo ou à deux, où on va en fait collecter des cartes pour pouvoir faire des points basés sur des dés qu'on va avoir roulés. Ouais, la mécanique principale du jeu, je dirais que c'est la manipulation de ces dés-là, justement. Ouais. Parce que, dans le fond, au début de la partie, on va brasser les 12 dés, puis ensuite, à chaque fois que ça va être notre tour, on va repêcher une carte qui va nous permettre, de manipuler ces dés-là, de manière assez restreinte, là. Sur chaque carte, ça va dire, mettons, reroule un dé bleu, ou ajuste un dé jaune de plus 1, puis un dé noir de moins 1, flip 2 dés, ou ce genre de choses-là. Ça, c'est pour le haut de la carte. Puis sur le bas de la carte, il va y avoir des conditions de scoring, donc des choses qui vont nous donner des points. Puis la particularité, c'est que, dans le fond, on va scorer les cartes quand on les prend, mais aussi, à la fin de chaque ronde, dans le fond, on va rescorer toutes les cartes qu'on a repêchées jusqu'à maintenant. Donc, au premier round, on en score une, au deuxième round, on en score deux, au troisième round, on en score trois. Puis combien de cartes qu'on score au quatrième round, Vincent? C'était dur à suivre, mais je vais dire 4. Bravo! Si t'avais été aussi bon au jeu, je t'aurais pas battu. Tu m'as battu de 1 point. Je t'ai battu pareil. 1 point sur un jeu dans lequel on s'en est sorti quand même avec une 50aine de points. Non, c'était serré. Je vais te donner ça. C'est ça, le jeu c'est tout petit, là, c'est une petite boîte, c'est un Kickstarter qui vient d'être complété et livré aux backers. C'est des belles illustrations. Ouais, il y a des beaux petits dessins d'oiseaux. Puis c'est cool, c'était toutes des images libres de droit qui ont été recyclées pour ce jeu-là. C'est une petite compagnie, là, c'est le premier jeu qui publie. En fait, Chase, il envoie les jeux de chez eux, là. C'est petit à ce point-là. Là. Ça commence, ouais. Ouais, c'est ça, c'est son premier jeu publié. Le jeu est maintenant disponible sur leur site web, là, donc de Runnerman Games. Vous pouvez l'acheter là-dessus. Le shipping au Canada est pas donné, par contre, mais ça peut valoir la peine, je pense, pour encourager un petit développeur de jeux comme ça. Indépendant, c'est ça. Puis par souci de transparence, je vais mentionner que Chase, je le connais, je l'ai déjà rencontré. On joue parfois à des jeux ensemble en ligne, donc je pense pas que ça influence mon opinion sur le jeu consciemment, mais je veux le mentionner pareil. Cool. Donc c'était Bandada, publié aux éditions Runnerman Games. Sam, par contre, si tu veux, on peut parler d'un jeu auquel tu m'as pas battu, mais auquel je ne t'ai pas battu non plus. Ouais, c'est un jeu où on a perdu tous les deux. C'est le jeu Expedition Northwest Passage du designer Yves Tourigny et publié par Matago. Donc c'est un jeu avec la thématique de l'exploration du Nord-Ouest, hein, dans le fond de trouver le passage entre l'Est et l'Ouest en Arctique. Puis c'est un jeu de placement de tuiles et de course, si on veut. Oui, puis j'allais dire c'est sélection d'action. Ouais, aussi. On va avoir dans le fond des membres d'équipage sur notre bateau qu'on va devoir utiliser pour effectuer différentes actions. Donc c'est des petits meeples qu'on va déplacer
d'une section de notre bateau où est-ce qu'ils sont disponibles vers une section où est-ce qu'ils sont épuisés pour faire des actions qui peuvent être de placer une tuile, faire bouger notre bateau, collecter des éléments qui sont sur la carte, sites d'intérêt géographique, faire des liens avec les natifs, ou trouver détruire en fait des Inukshuk ou collecter des Inukshuk, j'ai pas trop compris. Observer des Inukshuk, je sais pas. Bref, c'est des petits éléments thématiques, mais en gros, mécaniquement, c'est qu'il y a du set collection. Plus qu'on collecte d'un élément, plus qu'on va faire de points. En fait, c'est un concours entre les différents joueurs. Celui qui en a le plus fait plus de points, le deuxième un peu moins, etc. Puis on a aussi des points si on collecte un de chacun des éléments. Je pense qu'il y en a 5 ou 6. C'est ça. Tu parlais de placer des tuiles aussi. Une autre action qu'on peut faire, c'est de prendre des tuiles. Parce qu'on a comme un marché de disponibles, mais il faut les mettre dans notre réserve personnelle avant de pouvoir les placer sur le plateau commun. C'est vrai. Parce qu'en fait, c'est qu'on va avoir une carte qui représente justement l'océan Arctique, qui va se créer à mesure qu'on va poser ces tuiles sur le plateau commun. Donc on va avoir des îles, on va avoir des espaces d'eau qu'on va pouvoir traverser. C'est ça qui va créer un peu le chemin qu'il faut traverser pour pouvoir se rendre jusqu'au Groenland. Puis la twist, c'est que à chaque ronde, dans le fond, il va y avoir un marqueur qui est comme le marqueur de saison, si on veut, qui va avancer. Puis ça va déterminer une ligne selon laquelle toutes les zones d'eau vont être gelées. Fait que là, quand les zones sont gelées, notre bateau peut plus bouger, mais on peut utiliser une action pour sortir notre traîneau. Puis là, après ça, partir en traîneau, mais seulement sur les tuiles de glace. Donc si on descend plus au sud, ben là, les zones d'eau vont redevenir de l'eau. Puis là, au fur et à mesure que la partie avance, ben cette ligne-là va changer. Au début, à part basse, là, après ça va monter, fait qu'il y a de plus en plus de choses qui vont geler, puis après ça va redescendre, puis ça gèle puis ça dégèle, dans le fond. C'est ça. Puis on a cette course-là, au final, parce que celui qui va se rendre en premier jusqu'au Groenland va faire plus de points que le deuxième, et ainsi de suite. Puis c'est aussi un jeu où il faut un peu gérer, justement, notre capacité à effectuer cette course-là, parce que ça se peut que selon où on a abandonné notre bateau puis qu'on est parti en traîneau, on n'ait pas le temps de se rendre. Fait qu'il faut pouvoir un peu gérer cet aspect-là, cet aspect de timing, parce que on a aussi la glace qui va fondre, qu'il faut prendre en compte, puis il y a des chemins qu'on va pouvoir faire facilement en traîneau pendant une période, mais à un moment donné, on pourra plus utiliser ces chemins-là. Puis pourquoi qu'on veut revenir, en fait, c'est que on a des points pour aller jusqu'au bout, mais on a aussi des points pour... En fait, il faut être revenu au point de départ à la fin de la partie si on veut pas être éliminé complètement, en fait. C'est ça. Fait que c'est important de vraiment gérer cet aspect-là. Fait qu'il faut revenir absolument. On peut même décider de pas se rendre jusqu'à la fin, juste se promener, placer des tuiles, compléter des îles en plaçant des tuiles, ça peut nous valoir des points aussi, ramasser les trucs qu'on parlait tantôt qui rapportent des points, tu peux te concentrer là-dessus puis juste revenir à la fin puis être plus safe. Puis un autre twist qui est cool aussi, c'est que à ton tour, tu peux faire autant d'actions que tu veux, mais chaque action après la première va te coûter un ouvrier de plus. Tu pourrais décider de faire toutes les actions au premier tour, mais ils vont te coûter vraiment plus cher, mais des fois ça peut valoir la peine si tu vois que quelqu'un est proche de ramasser quelque chose ou de placer une tuile qui fait son affaire à lui ou à elle, mais qui fait pas du tout ton affaire à toi, ben t'es peut-être mieux de prendre une action de plus pour placer une tuile là avant que l'autre puisse faire la même chose, tu sais. C'est ça, c'est comme une façon un peu de manipuler le timing des tours, puis ça peut être pertinent. Mais comme on a dit, ça peut vraiment coûter plus cher. Ouais, ça fait qu'au final, tu vas faire moins d'actions, parce que tu peux aussi juste attendre à la fin, puis là, faire toutes tes actions d'un coup que toutes les autres ont passé, parce que, justement, ils voulaient absolument les faire en premier. Fait que c'est ça, c'est un jeu qui a quand même des décisions intéressantes, c'est assez interactif, là, le plateau collectif, pis tout ça, puis les courses aux différents éléments, puis être le premier à se rendre au bout, puis être le premier à revenir aussi, fait que c'est beaucoup de petits aspects comme ça à gérer, sans être vraiment compliqué, là, les petits tableaux personnels sont super bien faits, là. Un coup qu'on comprend l'iconographie, tout est expliqué sur notre tableau, c'est facile de s'y retrouver, puis on voit tout de suite qu'est-ce qui vaut des points puis combien. Ouais, puis c'est ça, puis j'aime l'aspect course, puis l'aspect justement que il y a beaucoup de façons de faire les points différents. Puis justement, si tu sais que tu peux pas faire la course, tu peux te rabattre sur autre chose, puis ça, je trouve que ça t'offre une certaine liberté. Alors voilà pour Expédition Northwest Passage de Yves Tourigny et publié par Matago.
Maintenant, Sam, tu m'as parlé que tu avais joué à un jeu qui présentement est assez hypé. Veux-tu nous en parler? Parce que moi, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer encore. Je suis bien curieux de t'entendre là-dessus. Ouais, c'est le jeu Wonderland's War de Tim Esner, Ben Esner et Ian Moss, qui est publié par la compagnie Druid City Games. Donc c'est un jeu à thématique Alice au pays des merveilles. Puis c'est un jeu vraiment de luxe. Puis en plus, moi, la version que j'ai jouée, c'était je pense qu'ils ont comme 3 niveaux de luxe, là. T'as comme le de base, t'as le de luxe avec les figurines au lieu des standees, puis t'as comme le super de luxe avec les jetons en plastique plutôt que les jetons en carton pour mettre dans ton sac. Parce que c'est un jeu de bag building. Donc on va acheter des jetons, les mettre dans notre sac, puis après ça, piger au hasard dans ce sac-là, puis on a un petit aspect de pousse ta chance, de tu piges des jetons jusqu'à temps que tu bustes. Le jeu se joue en 2 phases. En premier, il va y avoir le Tea Party, le salon de thé, parce que Alice au pays des merveilles, ça oblige. Où là, on va avoir justement la table qui est mise, puis il y a des cartes partout autour de la table. Ça fait une espèce de rondelle, si on veut. Donc, on prend notre figurine, on peut aller aussi loin en avant qu'on veut, mais on pourra pas revenir en arrière. En fait, on va pouvoir, mais à chaque fois qu'on fait le tour de la table, ça nous donne un petit malus. Donc, s'il y a des vraiment bonnes cartes vers la fin, ben on peut se dépêcher à y aller en premier, mais après ça, toutes les fois qu'on va refaire le tour, ça va nous faire un petit malus. Puis dans le fond, on va drafter 4 de cartes au début pendant la phase de thé. Puis dans la partie, il va y avoir 3 rondes, si on veut. Puis chaque ronde, au début, il y a la phase de thé, puis après ça, il y a la phase de combat, si on veut. Fait que ces cartes-là, quoi qu'ils servent, c'est qu'ils vont nous permettre de rajouter des jetons à notre sac. Donc, d'avoir des meilleurs jetons. Ils vont nous donner des cartes de mission ou de quête, je sais plus trop comment ils s'appellent, mais bref, c'est des objectifs que si tu as remplis, ça te donne des points. Genre. Exactement. On commence avec un certain nombre, on peut en chercher d'autres pendant la partie pour pouvoir faire plus de points si on remplit les conditions. Puis chacune de ces cartes-là va avoir comme 2 conditions dessus. Une pendant la partie, puis une à la fin de la partie. Puis on a un petit bonus de plus si on a réussi les 2 sur la même carte. Puis on peut aussi aller recruter je me rappelle plus du terme exact, là, je pense que c'était des supporters. C'est comme des alliés puis des supporters, puis c'est pas tout à fait la même chose. Mais bref, ça va être des personnages connus de l'univers d'Alice, puis qui vont nous donner un petit bonus, un petit pouvoir. Soit un pouvoir permanent qui va nous permettre d'ajouter des jetons spéciaux dans notre sac que personne d'autre va pouvoir avoir. Ou on va avoir une petite figurine ou un standee, là, dépendamment de laquelle version du jeu qu'on va pouvoir mettre sur un territoire. Parce qu'il y a plusieurs territoires, dans le fond, que les joueurs sont en conflit pour contrôler, si on veut. Et donc, on va le mettre à cet endroit-là, puis on va avoir son pouvoir qui va s'appliquer juste à cet endroit-là, puis pas ailleurs. Dernière chose, en fait, que ces cartes-là peuvent nous permettre de faire, c'est de rajouter justement des supporters dans un des quartiers qui va être en conflit. Puis plus les cartes sont fortes, généralement, moins ils vont nous permettre d'ajouter des supporters. Si une carte vraiment bonne, ben elle va nous permettre d'en mettre juste un, puis il peut y avoir des cartes qui vont nous permettre d'en mettre 2, 3, 4. Puis pourquoi on veut mettre des supporters dans un lieu de conflit, c'est qu'après ça, pendant la phase de conflit, à tous les endroits où on a au moins un supporter, on va être impliqué dans ce conflit-là. Fait que si mettons toi puis moi, on a des supporters au château de cartes, ben on va se battre pour ça, puis dans le fond, quand t'es impliqué dans le conflit, on va en même temps piger un jeton dans notre sac, puis le révéler. Puis là, dépendamment des jetons qu'on a, ils vont avoir différents pouvoirs. Là. Il y en a qui rajoutent de la force de combat, il y en a qui sont juste qui te font buster carrément quand t'en as trop. En fait, à chaque fois que tu piges un des jetons bust, dans le fond, c'est des jetons de folie, je pense qu'ils appellent. Tu dois enlever un des supporters que t'avais mis là. Puis si tu te ramasses à un certain point parce que t'as 0 supporter, ben peu importe la force d'armée que t'avais, ben tu tombes à 0 puis t'as perdu. T'as comme trop poussé ta chance. Il y a différentes catégories de jetons que tu peux acheter. Là, il y en a qui font juste rajouter de la force, il y en a qui vont doubler la force du prochain que tu piges, il y en a qui vont te donner des petits bonus en plus. Puis chaque joueur va avoir son personnage personnalisé. Fait que les jetons de son personnage vont avoir certains pouvoirs en particulier. On peut en débloquer plus pendant la partie. Il y a des jetons justement qui nous aident à améliorer notre tableau. Il y a aussi, dans le fond, si on s'arrête à certains niveaux fixes et déterminés, ça va nous permettre d'améliorer notre tableau plus vite. Sauf que si moi je me suis arrêté, toi tu peux continuer à piger des jetons tant que tu veux. Fait que même si j'étais en avant de toi,
Si toi tu continues à piger plein de fois pis que tu bosses pas, ben ça se peut que tu me rattrapes pis que finalement je perde ce conflit. Quand tu gagnes les conflits, tu rajoutes des châteaux sur ce territoire-là, ça va te valoir des points en fin de partie. Puis en plus, dans les tours subséquents, ça compte dans ta force d'armée si tu fais un autre conflit au même endroit. Puis les autres, ils peuvent pas être enlevés, j'imagine? Non, c'est ça. Puis tu peux juste en avoir un par territoire. Fait que t'es comme incité à te spreader un peu partout sur le plateau. Ça éviterait aussi un peu d'effet boule de neige, là. Si tu pouvais accumuler des châteaux, j'imagine, un territoire, il pourrait ne plus être prenable. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, tu sais, ça a l'air compliqué dit comme ça, mais un coup que t'as joué la moitié d'un tour, là, tu comprends vite comment ça marche, puis tu sais, ça roule bien, ça coule bien. C'est pas très compliqué. Le matériel est vraiment super beau, là. Les figurines sont sa coche, même les standees sont beaux aussi. Les jetons, tu sais, avec les jetons de luxe en plastique, tu sais, ça a un petit côté tactile qui est le fun, là, quand tu fouilles dans ton sac pour piger, là. Ceci étant dit, je suis content d'y avoir joué. Moi, je suis pas sûr que je serais prêt à payer le prix que la grosse méga version de luxe a coûté. C'est un prix quand même assez élevé, je dirais essayez-le avant. Vous allez voir si vous aimez ça. Mais ça, le gameplay est cool, là, ça fait penser un peu au Quacks of Quedlinburg, là, ou les charlatans de Belcastell, donc petit aspect push-to-lock avec le sac, mais avec un petit élément de contrôle de territoire en plus, là, qui rajoute un petit côté plus gamer, là. Ouais. Puis t'as parlé aussi que, dans le fond, ça, chaque personnage va aussi avoir des pouvoirs spécifiques, là. Fait que t'as aussi une espèce d'asymétrie qui va s'installer rapidement. Oui, c'est ça. Tu sais, comme moi, j'avais la reine de cœur, fait que elle, ta figurine, tu peux la mettre sur un territoire aussi pour augmenter ta force de combat, là. Puis quand je mettais la reine de cœur quelque part, ben, elle coupait des têtes, fait qu'elle tuait des supporters qui étaient là. Okay. Ah, mais en fait, ça, c'est un pouvoir que j'ai débloqué après. Son pouvoir de base, c'est que quand je plaçais mes supporters, je pouvais les distribuer sur plus qu'un territoire en même temps. Fait que c'était plus facile pour moi d'être de tous les conflits. D'un autre côté, t'avais Alice qui, elle tournait dans le sens inverse de toutes les autres pendant le Tea Party. Fait qu'elle avait c'était plus facile pour elle d'aller chercher certaines cartes. T'as le Chapelier Fou que lui, il peut, à son tour, plutôt que d'avancer, il peut juste remettre des cartes partout ce qu'il n'y en a pas. Puis après ça, en prendre une à son choix. Et puis je pense que le jeu a une bonne rejouabilité aussi, tu sais, il y a comme 5 ou 6 couleurs de jetons différentes, dans le fond, puis il y a 3 sets de pouvoirs pour chaque, puis tu peux comme, tu sais, mettons, côté A, côté B, côté C, mais tu pourrais aussi mix and match, si tu veux. Fait que si tu connais beaucoup le jeu, tu peux choisir, mettons, les rouges, ça va être des A, les bleus, ça va être des B, puis etc., puis comme, chacun, ça va être des pouvoirs quand même assez différents les uns des autres. Donc voilà pour Wonderland's War de Tim et Ben Elsner et Ian Moss, publié par Druid City Games. Ah, puis vous irez voir, j'ai mis des photos sur Instagram, là, vous allez pouvoir constater que c'est vrai que le matériel est vraiment beau. Puis en plus, nous, le propriétaire du jeu, il avait peint les figurines là, des joueurs. Là. C'est un méchant de bel job qu'il a fait là. Bon, ben, je pense qu'on arrive maintenant à l'heure fatidique, le duel. Oui, donc on va vous parler des meilleurs jeux made in Québec. Donc, de mon côté, je vais défendre le jeu Decrypto, qui a été designé par Thomas Dagenais-Espérance et qui a été publié aux éditions du Scorpion Masqué. C'est un jeu qui va un peu avoir une inspiration, j'allais dire, de Codenames, dans le sens où on va avoir des mots puis il va falloir les faire deviner. Dans ce contexte-ci, c'est on joue en équipe, 2 équipes qui vont s'affronter. Donc, chaque équipe va avoir un lot de 4 mots secrets qui vont être dans un ordre particulier sur un petit plateau avec des petits plexis rouges là, pour faire en sorte qu'on voit les mots quand on met la carte. Là. Je trouvais ça drôle. Là. Ça me rappelait le jeu de plateau Jumanji que j'avais joué quand j'étais bien jeune. Puis dans le fond, c'est ça. Fait qu'on met nos cartes, on révèle nos mots qui sont dans un ordre particulier. Et un joueur de notre équipe va ensuite piocher une disquette. Sur la disquette, il y a des chiffres qui correspondent dans le fond au code secret. Et ce joueur-là doit donner un indice pour faire deviner aux autres dans quel ordre sont les mots qu'ils doivent deviner. Un exemple, on aurait en 1 patate, en 2 avion, en 3 janvier. Ben on pourrait dire, si quelqu'un avait le code 321, il pourrait dire moi, véhicule, bouffe. Puis là, les membres de l'équipe pourraient faire le lien entre les mots puis les mots qu'ils devaient deviner, puis dire le code 321.
La twist, par exemple, c'est que l'autre équipe, elle écoute les indices qu'on donne, puis elle essaye de décrypter le code secret, puis si on donne des indices trop évidents, ben ça va être trop facile pour l'autre équipe d'intercepter notre code, dans le fond. C'est ça. Fait qu'il faut donner des indices, faut pas donner des indices trop évidents, puis il faut essayer d'être, c'est ça, un peu vague, parce qu'on a aussi, c'est que dans le fond, on va écrire les indices sur une feuille de papier. Fait que comme ça, à chaque ronde, dans le fond, chaque équipe a comme plus d'indices pour découvrir quel mot est à quelle position. Donc, le premier round, il se fait, comme j'avais décrit la première fois, c'est juste une équipe essaie de deviner l'ordre de ses propres mots. L'autre équipe va faire pareil, puis quand on commence la deuxième ronde, eh bien là, l'équipe adverse peut en premier essayer de deviner quel est l'ordre des chiffres. C'est important de préciser que les mots changent pas. Ça va rester les 4 mots pour toute la partie. Oui, c'est vrai. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, d'une carte à l'autre, dans le fond, ce sera pas tout le temps les mêmes 3 mots. En fait, on a 4 mots, il y en a 3 qui vont être à deviner dans un ordre précis. Fait que l'ordre dans lequel ces mots-là et les 3 mots vont changer d'un round à l'autre, mais sinon les 4 qu'on a au début de la partie resteront tout le long. C'est ça qui fait qu'on peut se permettre d'être plus vague dans nos indices, parce qu'au final, il y a juste 4 solutions possibles pour chaque indice qu'on va donner. Fait que pour nos coéquipiers, normalement, ça devrait être assez facile de deviner c'est lequel de ce qui fit avec l'indice qu'on a donné. Exactement. En théorie. C'est pas toujours facile, parce que des fois on veut être un peu trop vague puis ça fonctionne pas tout le temps. D'autres fois aussi, on a 4 mots qui, sur les 4, il peut y en avoir 2 qui se ressemblent vraiment beaucoup. Comme moi, la dernière fois qu'on a joué, j'en avais gaz puis nature. Fait que tu sais, tout ce qui était vers la science ou vers ou même du gaz naturel, ça pourrait être un indice facile. Tu dis juste naturel, mais tu peux pas parce que t'as le mot nature, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que ça peut être touché de trouver les bons indices, puis faire en sorte d'être assez flou pour que l'autre équipe nous comprenne pas. Fait que c'est ça. Fait que à partir du deuxième round, pour reprendre mon explication, l'équipe adverse peut deviner une première fois l'ordre de tes chiffres. Puis si jamais ils réussissent, ils font un point de décryption. Puis si une équipe fait 2 points de décryption et plus, mais dans le fond, elle peut gagner. Puis à l'inverse, si ton équipe devine pas l'ordre des chiffres puis se trompe, ils ramassent des points négatifs, puis ça aussi, ça peut faire en sorte que tu perdes la partie. Si t'en as 2 encore une fois. En cas d'égalité, dans le fond, aussi, on termine le round. Dans le fond, si la première équipe se trompe, l'autre équipe peut faire son round, puis ça peut finir avec une espèce d'égalité de 2 qui ont découvert le code de chaque bord, 2 qui ont fait des erreurs de chaque côté. Là, dans ce temps-là, on tombe en bris d'égalité. Et à ce moment-là, il faut deviner les mots que les joueurs de l'autre équipe avaient. C'est ça, je pense que c'est une assez bonne description du jeu, là. Ta comparaison avec Codename, je pense que ça tient la route, là. C'est comme une version un peu plus gamer, si on veut, là. Il y a des règles un peu plus, c'est pas aussi simple à expliquer que Codename, mettons. Ouais. C'est pas aussi accessible. Non, mais c'est plus interactif. Puis ça, j'aime cet aspect-là, parce que faut que tout le temps que tu sois alerte, puis t'as vraiment un rôle plus actif quand t'es l'équipe adverse, parce que tu peux être plus brillant que l'autre équipe, puis trouver leur code en fonction des indices. Fait que ça j'aime cet aspect-là par rapport à Codename. C'est vrai que t'es plus impliqué dans le tour des autres qu'à Codename, où ce que tu fais juste jaser puis attendre. Essayer de déconcentrer l'autre équipe. Ah oui, un autre fait important aussi, c'est qu'il y a pas une fois, il y a pas une même combinaison, un même ordre de chiffres pourra pas apparaître 2 fois. Ouais. Fait que ça ajoute aussi un autre niveau, ça peut t'aider à deviner c'est quoi l'ordre des mots, parce que tu sais qu'une combinaison apparaîtra pas 2 fois. C'est vrai. Fait que des fois, quand t'as 2 mots qui se ressemblent, tu peux te servir de cet aspect-là. En sachant qu'une combinaison est déjà sortie, là, tu peux donner un indice qui fit pour les 2, sans en éliminer un par la bande, t'sais. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a, c'est un beau petit puzzle social, un petit truc de déduction que j'aime beaucoup. Puis c'est ça, simple à mettre en place, c'est pas long à expliquer, puis simple à mettre en place, oui, pas long à expliquer, faut quasiment jouer un round pour que le monde comprenne qu'est-ce que ça va être au final. Mais ça va quand même vraiment vite, là. Tu mets 4 cartes dans ton support, tu pognes une carte avec les chiffres, puis tu fais une démonstration, ça va quand même vite, là. Oui, non, c'est pas, ça prendra pas 1 heure à expliquer, là. C'est sûr que c'est pas Codename au niveau de la rapidité, mais en même temps, rendu là, tu t'as pas besoin de compter ce temps-là quand t'es en train de mettre en place ton jeu. Non. Le jeu est un petit peu fragile, par contre. Ouais. Ça peut arriver qu'une partie se finisse vraiment vite parce que
ceux qui donnent les indices sont pas trop compris, ou que, tu sais, t'as des indices qui sont trop faciles, ou à l'inverse trop tough, fait que là, tu te plantes, puis après 2 rondes, ça peut s'arrêter là. Ça arrive. Ouais. C'est très dépendant, c'est ça, du monde avec qui tu joues, tu sais. Il faut être capable d'avoir un peu d'imagination pour justement pas être trop proche, sans être trop loin. Fait que ouais, ça demande un peu plus de réflexion qu'un codename. Autant pour donner les indices que pour deviner. Ouais. Donc c'était Décrypto, designé par Thomas Dagenais-L'Espérance et publié aux éditions du Scorpion Masqué. Parlant du Scorpion Masqué, c'est aussi eux qui ont publié mon jeu, qui est le jeu Québec. Les auteurs Philippe Baudouin et Pierre Poisson-Marquis. Québec, c'est un jeu qui a été designé dans le cadre du 400e anniversaire de la ville de Québec. Pour nos amis européens, oui, Québec, c'est pas une vieille ville. Pour les standards de l'Amérique du Nord, c'est quand même très très vieux. Et donc la thématique, c'est qu'on est des différentes familles qui veulent bâtir et développer la ville de Québec au cours de ces 400 ans d'histoire. Dans le fond, il y aura 4 rondes de jeu, puis chaque ronde, ça représente un siècle de l'histoire de la ville. Puis c'est un jeu de majorité. Dans le fond, on va essayer de développer notre influence dans 5 sphères, si on veut. On a le militaire avec la citadelle, on a l'aspect culturel, l'aspect religieux, l'aspect économique et l'aspect politique. À notre tour, on peut faire différentes actions. Soit qu'on va placer notre architecte pour ouvrir un nouveau quartier. Puis ça va comme rendre disponible des espaces où les joueurs vont pouvoir aller placer des ouvriers pour aider à bâtir des bâtiments. Une autre option qu'on a à notre tour, c'est justement de placer un certain nombre d'ouvriers qu'on a de disponibles sur un quartier qui est déjà ouvert, soit l'un des nôtres ou soit un qui a été ouvert par un autre joueur. Ce qui est intéressant, c'est que quand on les place sur le quartier d'un autre joueur, ça va nous donner un bonus. Chaque bâtiment, dans le fond, a ses bonus qui lui sont associés, qui vont nous permettre de placer plus de cubes, déplacer des cubes qui ont déjà été placés, faire des points, etc., etc. Ou on peut aussi aller les placer sur notre quartier, puis là, on va faire moins de points, mais en même temps, on va pouvoir plus rapidement construire le bâtiment en question. Puis en fonction de combien de... chaque bâtiment, dans le fond, on va avoir 3 emplacements de cubes. Puis si on complète les 3 emplacements de cubes, notre bâtiment va valoir plus de points à la fin de la partie. C'est ça. Mais on peut aussi les finir avec moins d'emplacements, mais ils valent moins de points. Fait que c'est toujours question de tempo. Est-ce qu'on veut aller ouvrir un autre quartier, envoyer les cubes qui sont déjà dessus? Parce que dans le fond, chaque quartier va être associé à une couleur. Puis quand on complète un bâtiment, les ouvriers qui avaient été placés dessus vont aller dans la zone de score qui correspond à la couleur de ce quartier-là. Fait qu'il y a 4 zones, j'avais pas de 5 quartiers dans le tour. En fond, il y en a un autre qui est spécial, qu'on peut juste y aller avec les actions bonus. Puis, un coup qu'on va avoir ouvert tous les quartiers associés à un siècle, dans le fond, la prochaine personne qui va vouloir ouvrir un nouveau quartier, ça va déclencher la fin du siècle, puis le décompte des points. Quand on décompte les points, on commence toujours par la citadelle. Puis là, on va faire 1 point. Chaque joueur fait 1 point par cube qu'il y a de placé dans ce quartier-là. Puis la twist qui est vraiment intéressante puis qui fait la beauté de ce jeu-là, je trouve, c'est que le joueur qui a le plus de points dans un quartier, il va prendre la moitié de ses cubes puis il va les faire cascader aux prochains qui vont être décomptés, dans le fond. Puis ça, c'est que ça peut se faire à répétition. Par exemple, si c'est moi qui ai le plus d'ouvriers dans la citadelle, là, je prends la moitié de mes cubes, je les envoie dans la zone suivante. Ça se peut que là, c'est moi qui devienne encore une fois celui qui est le plus en plus grand nombre. Fait que je recascade dans l'autre, et ainsi de suite. Fait que ça peut faire un nombre de points assez... Dans le fond, tes cubes pourraient compter théoriquement jusqu'à 5 fois, parce qu'ils vont cascader dans tous les quartiers. Sauf qu'à un moment donné, dans le fond, c'est à chaque fois t'en prends la moitié, puis jusqu'à un maximum de 5. Fait que plus ça va, plus ça devient... la cascade devient de plus en plus petite, puis à un moment donné, normalement, tu vas pogner un mur où un autre joueur va avoir plus de cubes que toi dans ce quartier-là. Puis une autre particularité, c'est que dans le fond, à chaque siècle, les quartiers se compteront pas dans le même ordre. Fait que quel quartier qu'on ouvre, puis où est-ce qu'on place nos cubes, dans le fond, au premier siècle, les religieux, par exemple, vont être plus intéressants parce qu'ils vont arriver en premier, mais là, après ça, au deuxième, ils vont être en dernier, puis tu sais, ça va
encore une fois en cascade. À ça, on ajoute des leaders qu'on peut aller chercher pendant notre tour, donc ils vont te donner un petit bonus. Il y en a qui te permettent de faire plus de points, certains qui te donnent un pouvoir en particulier comme de pouvoir récupérer les bonus sur tes propres quartiers quand tu mets des ouvriers dessus. Certains qui te permettent de tout simplement placer des cubes dans la citadelle. Donc on peut aller chercher à chaque siècle un de ces leaders-là. Mais en même temps, c'est ça, on perd un tour à faire ça pour essayer de se donner plus de points par la suite. Autre particularité intéressante, c'est qu'il va y avoir une espèce de jeu de contrôle de territoire avec les bâtiments aussi, parce que les bâtiments sont placés sur le plateau ils sont à un endroit en particulier, puis à la fin de la partie, on va scorer plus de points pour chacun de nos bâtiments qui sont adjacents les uns les autres dans un même gros groupe. Donc on essaie idéalement d'aller faire le groupe le plus gros qu'on peut, puis les autres ils nous voient venir puis ils vont essayer d'aller bloquer ça. Puis dès le début de la partie, on voit quels emplacements. Dans le fond, à chaque siècle, il y a seulement un quart des emplacements qui sont disponibles, puis on sait tout de suite qu'au 2e siècle, ça va être ceux-là, au 3e, ça va être ceux-là. Fait qu'on peut un peu penser à nos affaires d'avance, essayer de prévoir, ok, ben là, dès que le 3e siècle commence, il va falloir que j'aille là pour couper je vois que Vincent, il y a déjà 2 groupes qui s'en viennent pas pire gros, fait que si je le bloque pas pis qu'il réussit à merger les deux, ben là, il va faire vraiment beaucoup trop de points en fin de partie, fait qu'il faut absolument que j'aille chercher ce quartier-là, coûte que coûte, même si les bonus sont pas tant bons pour moi, pis que moi, ça me rajoute pas dans mon groupe à moi. Fait que c'est ça, il y a quand même, les règles sont simples, mais sont pas intuitives. Non, et c'est quand même important de comprendre bien chaque pouvoir en début de partie. Moi, je me suis fait avoir assez rapidement là-dessus. J'ai été capable de me récupérer en profitant de la mécanique de cascade, mais c'est pas tout le temps super intuitif. Que veut dire quoi sur le plateau de jeu. L'iconographie est comme un peu floue, tu sais, les symboles se ressemblent beaucoup entre eux autres, puis c'est pas toujours évident de bien saisir qu'est-ce que va faire cette action-là. Il a fallu faire référence au manuel quelques fois. Mais c'était plus pour des points de règle que sur l'iconographie en tant que telle. Ben, il y a des tuiles, il y a des espaces mauves, là, qui étaient pas évidents, là. Je regarde j'ai le plateau sous les yeux, puis des fois, c'était pas toujours évident de savoir qu'est-ce que ça allait faire. Puis, je t'avoue que, c'est sûr que moi, j'ai fait une erreur au début du jeu, puis j'ai compris vraiment plus tard seulement qu'est-ce que j'avais fait, puis après, j'ai regretté. Mais c'est ça, l'utilisation des pouvoirs sur le plateau est vraiment cruciale, puis il y a vraiment des zones qui sont vraiment payantes à avoir au début du jeu, puis que rejouer, ça marcherait ma partie irait probablement mieux. Ouais, parce que il y a quand même beaucoup de choses qui ont des conséquences à long terme, parce que quand tu ouvres un quartier, oui, tu veux avoir le plus de bâtiments collés les uns sur les autres, mais tu veux aussi, tu sais, la couleur du quartier, ça va déterminer où est-ce que les cubes qui sont placés dessus vont aller. Fait que tu veux peut-être pas donner l'occasion aux adversaires de te rattraper dans le jaune parce que toi, tu vois que tu t'enlignes pour être majoritaire là. Les bonus que ces quartiers-là donnent vont être plus ou moins prisés. Donc, si tu veux rapidement ouvrir beaucoup de quartiers, ben il faut que tu ailles chercher ceux qui donnent les bonus qui sont les mieux. Mais aussi, il y a une différence. Chaque quartier, dans le fond, ça va coûter 1, 2 ou 3 cubes pour aller les activer et aller chercher le bonus. Fait que, évidemment, celles qui coûtent juste 1, ben, ils sont plus prisés que celles qui coûtent 2 ou 3. Puis en plus, ceux qui coûtent juste 1, il y a dans ceux-là, il y a des terrains qui sont un peu, qui donnent des pouvoirs frimés, qui te permettent de faire n'importe quel pouvoir d'une couleur donnée, puis ceux-là, il faut que tu sautes dessus rapidement parce qu'ils sont vraiment, vraiment bons, là. Mais en même temps, ils sont dans les 4 coins. C'est plus dur de les relier à ton gros groupe. Fait que ça, c'est ça, il y a plein de petits tiraillements, justement. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que je veux plus de cubes? Est-ce que je veux plus de quartiers? Est-ce que je veux, tu sais, plein de choses à considérer. Fait que ça fait que c'est des décisions qui sont le fun, qui sont intéressantes. Le jeu est super interactif. Parce que, tu sais, c'est de la majorité de... Fait que c'est tout le temps, j'en mets un, là, toi t'en mets deux, j'en remets trois, puis il y en a 2 autres joueurs à côté qui peuvent plus se battre pour un autre quartier, puis qui va cascader, puis est-ce que ça va faire que je vais tomber 3e ou 2e. Vraiment cool. Je trouve que c'est une belle twist sur le contrôle de majorité avec le petit aspect quasiment placement d'ouvriers, dans le fond. Ouais, c'est quasiment, ouais. Mais où est-ce que c'est les joueurs qui décident quels emplacements sont disponibles pis quand. Ouais. C'est un jeu où il
il est lourd en calcul. Tu sais, ça, je pense que au niveau accessibilité, des cryptos va être pas mal plus... tu peux amener ça à pas mal plus de gens que Québec. Parce que faut vraiment que tu comptes souvent, tu sais, comment ça va se passer, puis que tu prévois à l'avance. Pour que ça cascade comme faut, là, ça prend vraiment beaucoup de stratégie, puis dire, OK, je vais placer ça, je vais faire telle action qui est pas nécessairement bonne, mais ça va m'assurer que je vais avoir tant de cubes dans telle zone. Ouais, mais puis c'est pas des gros chiffres, là, c'est de savoir si t'en as 5 ou 6. Si t'en as 5, moi, faut que j'en ai 6. Ben, c'est pas calcul en termes de nombre, mais c'est calcul en termes de planification heavy, là. Tu sais, c'est... Ben, en même temps, tu peux aussi te dire, bon, celui-là, c'est le premier qui le fait. Si je m'assure que je cascade avec lui, tu sais, je vais l'envoyer la moitié. Puis quand je suis pas capable de les envoyer là, je vais les envoyer dans le deuxième. Fait que j'ai des très bonnes chances de cascader dans le premier puis dans le deuxième. Puis là, tu focuses là-dessus, puis... Tu sais, oui, tu peux planifier 20 tours d'avance, mais en même temps, tu sais pas qu'est-ce que les autres vont faire. Ouais, ça c'est dur en plus. Tu sais, tu peux pas prévoir beaucoup trop d'avance. Parce qu'il y a quand même beaucoup à cause des joueurs, il y a beaucoup d'interactions, tu sais, tu fais bloquer ton spot, tu te fais, le pouvoir que tu voulais faire est été pris par quelqu'un, les leaders aussi, tu sais, des fois t'as besoin d'un leader particulier, il peut être pris. Fait que c'est quelque chose que je trouvais qu'à chaque fois que ça arrivait à mon tour, j'avais une idée, mais le plan devait tout le temps changer parce que justement le board changeait beaucoup. Fait que c'était dur de faire beaucoup de long terme, parce que ça bougeait beaucoup, mais t'étais quand même tout le temps en train de replanifier puis de re-regarder l'évolution du plateau pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. C'est pas quelque chose que je trouve en soi mauvais, mais j'ai pas vu beaucoup de moments où est-ce qu'on était comme wow, à part quand on arrivait à la fin puis que là ça cascadait. Je pense que c'est le bout le plus excitant du jeu, c'est quand on arrivait pour compter les points puis que là tous les cubes se déplaçaient puis que là on se disait oh my god, là c'est lui qui va cascader puis tout ça, c'est... Ouais, mais je sais pas, en même temps moi je le voyais venir, ça. Tu le vois bien, c'est qui a le plus de cubes à quelque part, pis c'est facile de compter combien il y en a qui vont cascader, puis... Ouais, mais c'est parce que, tu sais, à un moment, t'en as un qui réussit à en placer 3 de plus, qui ferme un bâtiment, puis tout ça, puis là, tout ça change. Ouais, ça change. C'est-à-dire, le bâtiment, quand il ferme, tu sais où est-ce qu'ils s'en vont, là. Ouais, mais tu sais, tu peux pas prévoir lesquels vont fermer nécessairement, parce que t'es pas dans la tête de l'autre joueur, puis moi, ça m'est arrivé une couple de fois, là, de me dire... OK, là, je suis en bonne position. Lui, il va sûrement fermer ce bâtiment-là. Puis finalement, c'est pas les bâtiments que je pense qu'ils vont fermer qui ferment. Ou tu te dis, j'ai peut-être un tour de plus. Puis là, il y a quelqu'un qui décide de pas compléter son bâtiment, qui fait juste le fermer. Pour justement garder le contrôle du tour. Je sais pas, j'ai pas eu cette expérience-là. J'ai pas été aussi pris par surprise que toi. Peut-être parce que j'avais déjà joué au jeu avant, mais en même temps, ouais, j'ai peut-être une fois ou deux de plus que toi, je pense. J'étais peut-être aussi plus sur les talons parce que le premier tour, je l'ai vraiment mal fait. En fait, j'ai comme il a fallu que je pédale beaucoup parce que j'avais pas compris à quel point certains endroits étaient vraiment forts, là. Les sites frimés, les bâtiments frimés sont juste trop forts, là. Il faut que tu y ailles. Même si sont dans un coin plus perdu, au final, tu sais, oui, la chaîne de bâtiments est importante, mais j'ai pas trouvé que c'était si important. Là où t'as fait beaucoup de points, c'était pas là, c'était surtout c'est les cascades qui faisaient beaucoup de points, puis tous les petits points que t'étais capable d'aller ramasser sur les pouvoirs des bâtiments. Ouais, les pouvoirs des bâtiments, il y a un leader aussi qui fait que toutes les fois que tu passes des cubes, ou toutes les fois que tu fermes un bâtiment, en fait, je pense que tu fais des points. Ouais. Mais c'est ça. Tu sais, j'ai pas trouvé que c'était un mauvais jeu, mais je trouvais que c'était très sérieux. Dans le sens où c'était le fun quand on arrivait à la cascade puis qu'on voyait si ça avait marché ou pas. Mais sinon, je trouvais c'était pas emballant, tu sais. Ben, c'est sûr qu'on a joué dans un meeting public avec des gens qu'on connaît pas. Est-ce que ça peut avoir affecté l'expérience du jeu versus si c'est toi, moi puis Ariane qui joue à un jeu, ben on va dire plus de niaiseries, peut-être. Ça sera pas la même ambiance que quand t'es avec des gens que tu connais pas. Ouais, mais en même temps, il y a pas comme une occasion de dire... Il y a pas beaucoup d'occasions de dire de la merde quand tu joues à ce jeu-là. Non, mais t'as pas besoin d'occasion pour en dire, là, je te connais. Ouais. Sinon, si on veut les comparer, c'est quand même assez difficile, là, à part que c'est des jeux québécois, ben...
Québec, c'est plus québécois. Là. Québec est dans le nom, Carly. Et, ouais. Mais niveau thématique, mettons, je trouve que même si c'est un jeu assez abstrait de majorité, la thématique est quand même là, tu sais, c'est les différentes sphères d'influence, c'est vraiment des sphères importantes dans la société, au travers de l'histoire du Québec et de la ville en particulier. Même les leaders, tu sais, chacun c'est un personnage historique. Un historique à chaque siècle, là, dans le fond. Fait que, tu sais, mettons, t'as un leader qui est politique, ben, ils ont pris vraiment les 4 politiciens de l'histoire de Québec. Le leader religieux, ben, c'est vraiment 4 évêques qui ont été importants, tout ça. Fait que, il y a quand même une bonne recherche niveau historique, thématique, pour rajouter à un jeu qui est, au final, assez abstrait. Ouais. Non, c'est vrai, tu sais, ça devait pas être évident de justement faire sortir un peu de vie, je veux dire, de la façon dont le jeu se joue, mais ils ont quand même réussi à faire quelque chose. C'est ça. Puis d'un autre côté, t'as de Decrypto qui a aussi, en théorie, une thématique où ce qu'on est des espions qui essayent d'intercepter les messages des autres, mais c'est sûr c'est un peu collé, là. C'est ça. Ça fait moins Québec que Québec, mettons, c'est sûr. Oui, mais même, tu sais, je trouve que c'est moins thématique aussi. Outre Québec, là, tu sais, Québec, lui, sa thématique, c'est l'histoire de Québec. Decrypto, sa thématique, c'est on est des espions qui essaient d'intercepter des messages. Ça, il me semble que c'est moins là. Ouais, mais en même temps, la présentation de Decrypto est belle. Tu sais, je veux dire, les petites cartes avec les numéros, tu sais, c'est comme des petites disquettes. Ton écran avec tes cartes, tu sais, c'est les cartes sont brouillées, puis c'est quand tu les mets dans ton panneau, il y a un petit filtre rouge qui te permet de voir le mot, tu sais, ça fait... On sent que tu le vois pareil, même sans le filtre. Oui, mais tu sais, ça fait comme un peu codé, tu sais, ça... Il y a quand même un petit effort là-dessus, là. Tu sais, ça aurait pu être juste des cartes, puis tu sais, t'es revires, puis tu fais juste les regarder, mais ils ont mis un petit plus dans l'esthétique. Dans l'esthétique, oui, mais c'est ça, comme je te dis, la thématique, moins là. Sinon, c'est ça. Je pense que Decrypto, tu sais, Decrypto, il est plus fun, genre. Tu sais, c'est... Mais ça dépend du jeu. Oui, c'est ultra subjectif. Je sais. C'est pour ça qu'on peut peut-être couper ce bout-là, parce que Puis comme t'as dit, t'as soulevé le point tantôt, tu sais, ça dépend de la crowd, là. Ouais, vraiment. Tu sais, on était un mot plus sérieux, je pense. Peut-être que c'est ça, Québec avec d'autres gens, ça a peut-être plus Je pense que ça fait le tour pour Québec. Et Decrypto. Donc, c'est à votre tour de parler. Lequel des jeux québécois qui vous tente le plus? Allez-vous être dièse équipe Sam avec Québec? Ou dièse équipe Vince avec Decrypto? Vous pouvez nous dire ça sur Discord, sur Facebook, sur Instagram. Ou nous écrire boardgameduel@gmail.com. Si vous avez des commentaires sur l'émission, sur les jeux, si vous avez des suggestions de duels ou de jeux que vous aimeriez qu'on couvre, ça va nous faire plaisir d'y jouer si on a ces jeux-là ou de se les procurer même pour vous. Je m'engage à faire ça si vous nous écrivez. On va les jouer puis on va les présenter. Exact. Donc on aimerait aussi remercier Chrysalis pour notre chanson thème. Et merci à vous de nous écouter. Et n'oubliez pas, si vous voulez aider le podcast, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est en parler à vos amis. Si vous avez d'autres amateurs de jeux dans vos cercles d'amis, parlez-leur du podcast. Sinon, vous pouvez nous laisser une review sur votre application que vous utilisez pour nous écouter. Ça peut aider à la visibilité. Donc, n'hésitez pas à partager la bonne nouvelle. Donc, je te Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye, bonne Saint-Jean. Et je suis avec, ben oui. Ouais, t'es avec toi-même. Je suis avec moi. 3, 2, 1. Il pourrait dire moi. C'est quoi le deuxième que j'ai dit? Avion. Avion. Ouais, bon. Ça va bien.
On peut reprendre ça puis couper tout le bout que je nous ai fait gosser. Puis sur le fait que j'ai oublié mon histoire. Ah, puis en plus notre devise c'est je me souviens, ça va bien. Ouais, c'est... On voit c'est qui le vrai Québécois ici. Ben tabarnak. Ça va nous faire plaisir de vous lire puis d'y jouer puis de faire ces études-là dans...